vous, qui est-ce qui connaît l'Alva? Non. Qui ne connaît pas l'Alva? On la connaît. Alors, la rue d'en haut, la rue d'en bas, c'est déjà un bon début. Alors, par rapport au plan, pour vous aider à vous orienter, vous avez tous votre plan sous la main? Oui. Alors, nous, on est comme ça. Il faut se mettre comme ça à l'envers. Et parce que donc, c'est une très grande place, comme vous l'avez remarqué. C'est l'empreinte d'un ancien grand bâtiment qui s'appelait la cavalerie. Donc ça a été créé, alors pour ceux qui ne connaissent pas Fort National, ça a été créé en 1857 lorsque la ville a été, lorsque la région a été conquise par le maréchal Randon. Et sa construction était le symbole de l'occupation française et la conquête totale de l'Algérie. Donc c'est pour ça que c'est un lieu très important pour la mémoire. Oui. La cavalerie, c'est un lieu où étaient gardés les chevaux et les soldats de l'armée. L'armée à cheval, puisqu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de voiture. Nous, on se trouve ici, sur la carte ancienne. Nous, on se trouve en haut de cette rampe. Il faut la tourner. Donc nous, actuellement, on se trouve à ce niveau-là. Là, on voit la caserne, c'est là-haut, mais tous les bâtiments qui étaient là, qui étaient un très beau casernement, ont été totalement détruits. Donc voilà, les bâtiments qui étaient là. Et la cavalerie, vous voyez peut-être sur le plan. Je ne sais pas ce que je l'ai mis sur le plan. Non, on ne la voit pas sur le plan. Bon, vous la verrez cet après-midi. Ça y est. On a 12 à faire. Ouais. Donc, il faut que je montre quand même cette dernière vue. À partir de là où nous nous trouvons, la porte du Djurdjura était là, juste en bas de la rampe. Donc elle est détruite, mais c'est là où commencent à peu près les nouveaux bâtiments qui ont été construits. Donc vous pouvez voir ici le lavoir qu'on avait sur notre photo, et là la porte. Faut regarder comme ça. Je mise ici parce que c'est une vue vers l'ancien centre civil et administratif de la ville de Fort National. Nous, on vient de la place Abane qui est le centre administratif post-colonial, avec cette volonté de se démarquer de tout ce qui est colonial. Anciennement, c'était ici. Donc la place Randon, du nom du maréchal qui a fait créer le fort, l'ancienne mairie qui a été construite en 1912, la poste, bon là c'est la mosquée mais avant c'était l'église, il y a l'école un peu plus bas et ces édifices-là constituent l'ensemble institutionnel de pratiquement tous les bourgs français, donc avec école, mairie, église, le pôle institutionnel. Alors, apparemment, quand il fait beau, et pour ceux qui ont de bons yeux, on peut voir la mer. شو واسع هذا؟ شو الواسع؟ هذه يدد مم صوتي. هذه يدد مم صوتي. والله رغان كذا غير الذكر qu'un lieu militaire. Et puis, en fait, il y a eu des marchands ambulants qui venaient vendre des marchandises aux militaires. Ils ont fini par s'installer petit à petit.
Et quelques constructions ont été édifiées justement ici dans la rue d'en haut d'abord, et puis ensuite sur ce côté, en contrebas sur ce côté de la rue principale. Donc, la rue à l'auto, du nom d'un général qui a été le commandant de Fort National pendant une petite période, mais surtout qui est connu parce qu'il a beaucoup écrit sur les cabines, il a fait de manière Kabyle, il leur a consacré plusieurs ouvrages, un grand ouvrage de la Kabylie, et grâce à des personnes comme ça, les Kabyles sont restés très longtemps à l'extérieur de la ville. D'ailleurs, les portes se fermaient le soir, les indigènes rentraient chez eux. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? C'est la rue d'en haut, la rue d'en haut. Vous avez cité le général Dupont. Il a fait un ouvrage. Voilà. Une dernière chose, parce qu'on se trouve ici, et que c'est très important. Là, sur le plan, il y a une tache rouge, d'accord? C'est le village d'Isharaïwen, d'accord? Qui préexistait à la construction du fort. Alors, Isharaïwen, c'est un village très important parce que c'est de là que venait Seymour Khomchun, qui est une très grande figure de la région. Et donc ça se trouve tout au sommet de la ville, là où se trouve actuellement la caserne, et la plus grande caserne, c'est-à-dire un petit peu plus haut par là-bas. Non, c'est pas bien. On va continuer, on va voir la petite mosquée, la rue d'en haut, qui est aussi un édifice remarquable. Oui, mais dans ces maisons coloniales, qu'est-ce qu'il y avait? Comment ça, Tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y avait? C'est ce qui faisait le charme aussi de cette ville. La mosquée a été construite en 1945 dans un style qu'on appelle le néo-mauresque, c'est-à-dire avec une inspiration d'architecture orientale qui inspirait les gens de cette époque. Et ça en fait vraiment un petit édifice absolument à préserver, très très joli, même si maintenant il est noyé par de gros bâtiments. Et au rez-de-chaussée de cette petite mosquée, ce qui n'est pas très courant, il y a la boutique de Joe Smith. Ça appartient, ouais, ça appartient au voilà. Il y a plein de petits c'est le Mouloud. C'est resté comme c'est dans le les Mouloud. années 40. Voilà, c'est la boutique de... Ah, c'est le Mouloud. C'est le Mouloud. Ah, Voilà. Donc, voilà. Oui, je connais, moi, je continue. Je suis particulièrement la part la plus ancienne écrite ça va, Je ne peux pas parler pour ça, apparemment, je pouvais faire mieux pour le... On va pas vous déranger, on va pas... Non, non, pas du tout, ça ne me dérange pas, non, pas du tout. C'est pas la fille de Télé Ramadan, non? Khimini, ah, très bien. Elle a joué dans sa télévision. J'ai dit, c'est là que ça devrait faire. C'est là qu'on voyait les matchs. Voilà. Oui, réinvestir. C'est une ambiance avec tourne-disque, bien sûr. Voilà. Tel qu'elle est, voilà. Oui, non, je peux pas toucher, c'est des trucs commentaires. Même les anciennes boissons gazeuses, c'est depuis 71. C'est du vrai parti nazi. Depuis 71 qu'elle s'est fait. Oui, malheureusement, pas souvent. C'est devenu un petit peu délabré. J'avais pas le temps de rafistoler ça, malheureusement. Non, je m'y attendais pas. Vraiment, je voulais vous préparer quelque chose de plus clair, de plus marrant. La prochaine, oui. Ça ferait plaisir. Oui, c'est ça.
ça. Dès qu'ici, il n'y a pas de... Ah ouais. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Je sais pas comment on appelle l'origan. Qui sera l'origan se travaille? Comment ça va? Non. L'origan se travaille. L'origan, ça je dis se travaille. Il pose des problèmes. Basilic. Hein? C'est pas du غدا كان يعاود كنا شكاف دمو تلفا تلفا ساكن داخلي كيف لا غارس ليليفون اسمع يا تيستي ثاني بوتو بين سنطنا سنطنا ها وتسند يعني لا جينيراسيون نو الناس ميت يدو فهم كان بيا اكدي كاين برانيس كنا دي زبرانيس ويضر كل جمال من ريته والله ميجيك ريته والله ميجيك ما يكون مريضين يتحملوا الأربعة كيف؟ الأربعة كيتا 4 مزيان صغار شغل مزيان لا ريدومبا لا لا ريدوم بوكس الى انترميديا خالد المسيح حتى يلا اللي سيدنا لا ريدوم اشرف تيزي Bien, la rue d'An, elle a disparu. Ouais, ils l'ont saccagé ce matin. سمن وانا درابه يلا قلت شو bien سنين لا فامي يافي bien تلقيز لنا في السيارة أنا ذهنا تمام تصورين ولا أنا غاشي في الليل شو الصورين Célèbres locales, comme les Kadem, comme Kringerdi, Mokri et compagnie. Alors Jumbo, ils sont un peu célèbres. Il est où Tahar? Voilà. Ah voilà, une des célébrités locales. C'est des privilégiés de Jumbo. Alors, Jumbo, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Alors,
Avant, c'était un parc à fourrage, c'est-à-dire qu'on stockait la nourriture pour les chevaux, donc l'écurie qu'on a vue tout à l'heure, la cavalerie qui est au niveau de la place Chaval. À l'origine, elle devait être construite ici. Et comme l'accès des chevaux était compliqué parce qu'on était en contrebas, il y avait beaucoup de ravins, avec un B. On a construit des routes, mais c'était un site très escarpé. C'est resté longtemps un parc à fourrage. Et le nom Jumbo vient de la déformation de Chambon. D'accord. Voilà, Chambon. Le Chambon, c'était le nom de la personne qui l'édifice le plus important de Jumbo, c'est évidemment cette cité, la cité des 96 logements, qui a été construite en 1958 avec le plan de Constantine, qui était un plan destiné à créer beaucoup de logements et l'accession à la propriété. Et il y en a deux dans la ville, les 96 qui s'appelle Jumbo. Et un peu plus haut vers la mosquée, il y a les 32 logements qui est Victoria 32. Victoria, c'est le nom qu'ont donné les habitants parce que c'était le nom de l'équipe de foot en 82 ou quelque chose comme ça. Les habitants de ces deux cités sont très très attachés à leur cité, il y a un lien affectif énorme. Et on la voit sur le... Voilà, c'est aussi une des vues connues de cette collection de cartes postales. Et donc c'est un bâtiment moderne à Coursives, la première grande barque qui a été construite à Fort National, 6 ou 7 étages, je ne sais plus. Donc une architecture assez remarquable. Une architecture assez remarquable avec des coursives, un escalier extérieur, des formes très épurées, qui contrastaient beaucoup avec ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire des toitures en tuiles, rouges et à double pente. Donc c'était certainement une petite révolution lorsque ça a été construit dans cette ville. Voilà. Quand on a filmé le زر في الهواء الحين توراندي تسكي هالنقط صافا شويه يبارك فيكم فوالا اون نقدي تسكي دوريجي لا التونسي كيف كيفاش نسموهم ما كان كنسب لا بتلاقي كيفاش نسموهم كان الفيرسو فيرسو الفيرسو فيرسو كيفاش نسموها سيزي ان شاء الله ما فار بيان نخدم البلاطه دي ديسيبليتا فوالا سي سا هذا ريفوليسيون هي Il y a d'autres chanteurs, alors Salah. Salah, قوا viens prendre une photo, on fait une photo d'artiste. les artistes immortalisé le monde. ايوا صافي قوا مع فرحان ايوا Je peux appeler un ami artiste. Oui, absolument. Sylvain, tu peux venir avec nous, s'il te plaît. Mais oui, En fait, parce que voilà, on fait des choses depuis pas alors mal oui, de temps. alors on a la chance d'avoir un Français parmi nous. Petit-fils de l'attaque. C'est lui qui a bâti. Bon, donc vous voyez ici l'un des derniers bastions du bas de la ville, avec la muraille. Bon, ici elle est un petit peu reconstituée de briques et de broc là, mais ici vous voyez les pierres d'origine et puis surtout les meurtrières. On voit des meurtrières. Oui, les meurtrières, ce sont des toutes petites fentes qui permettent de tirer, voilà, de tirer et d'être défendues. Ok. Je pense que c'est bon, on a tout dit là. On continue. Très abondamment photographié. Là, c'est une vue de 1934. Et c'est un peu la vitrine du Centre national. C'est là que sont les habitations coloniales les plus typiques du centre civique. Donc les bâtisses coloniales, ce sont des petites bâtisses qui ont un rez-de-chaussée, un étage. Mon ami Sylvain, dis bonjour. Bonjour. Une voiture Alors cette rue, c'est là qu'il y avait tous les commerces, les cafés, les quincailleries. Mais du fait que
de ces commerces, il y a beaucoup de cafés, etc. Elle est habituellement appelée la rue des hommes, puisque c'est surtout les hommes qui sont ici. La rue d'en bas où on est passé tout à l'heure. il y a quelques bonhommes يعني كم ثورة سيكلا شحال Il y a des grands ensembles qui est ici sur le plan le numéro 11. Donc qui est derrière en contrebas de la mairie. Alors l'hôpital militaire est ici, cette cour qu'on voit qui est en train de tomber à l'abandon. C'est un ancien magasin de subsistance, c'est-à-dire que toutes les provisions qui étaient nécessaires, voilà, le ravitaillement qui était nécessaire au fort était conservé ici. Il y avait de grands fours dans le bâtiment là qui est en ruine pour faire cuire des aliments, du pain, etc. Derrière, là-bas, il y a un alignement où on voit les petites toitures en tuiles, donc qui était l'hôpital militaire. C'est un très bel ensemble qui fait une totalité d'à peu près de 10 000 mètres carrés. Donc c'est une très grande assiette foncière qui, j'espère, sera un petit peu sauvegardée parce que, en fait, les nouveaux bâtiments qui ont été construits là, donc l'APC, la bibliothèque, la nouvelle crèche, ont un petit peu mordu dessus et il n'y a aucun grand équipement ni aucun plan de sauvegarde de ces bâtiments qui a été fait. Ils sont actuellement pour une partie squattés, je suppose, par des habitants des logements qu'on voit un petit peu ici. Ça a été voilà, la maison des enfants de Shuhada, après le CEM. Il y avait aussi les Sœurs Blanches qui avaient leur bâtiment là, qui est un ancien presbytère, c'est-à-dire un petit édifice religieux. Et les Sœurs Blanches ont beaucoup marqué le sport national parce que voilà, elles avaient elles ont enseigné les fillettes kabyles, oui, un ouvroir. Alors les sœurs avaient créé quelque chose qui s'appelait la ruche. La ruche en référence à l'activité des abeilles, parce qu'elles trouvaient que les Kabyles étaient très travailleurs et les petites Kabyles, ça leur faisait penser à des abeilles, des petites abeilles travailleuses. Et c'est grâce à elles que des générations de filles sont sorties de leur maison pour apprendre la broderie, voilà. Le tissage, la cuisine, énormément de choses et des longs Ma maman a fait la ruche aussi. Oui, j'ai fait la ruche. Moi aussi. Et voilà, parce qu'elles étaient aussi... Il y avait un petit peu de religion, mais elles valorisaient aussi beaucoup la culture kabyle. Elles parlaient parfaitement le kabyle. Les Pères Blancs ont eu un rôle de transmission de la culture kabyle très important. Ils ont appris le kabyle, ils l'ont écrit. On n'écrivait pas, nous, le kabyle, c'était une culture orale. Et c'est quand même grâce à eux que tous les écrits sont restés notamment. Donc c'est important de se rappeler de le Père Genevois, oui, exactement. Et ça, c'était l'ancien CEM de filles aussi, pendant un moment. Et il y a 10 ans de ça, ces bâtiments étaient encore dans un état tout à fait exploitable. En 10 ans, on a perdu déjà beaucoup, ils sont devenus des ruines. C'est vraiment dommage parce que il ne faudrait pas grand-chose pour en faire, pareil, comme pour les autres endroits, un musée, une grande école, je sais pas, voilà, c'est pas difficile. Il suffit d'aller se promener là-bas pour voir à quel point ces lieux sont beaux. Il y a beaucoup de végétation, des bâtiments harmonieux, et voilà, c'est aussi un des bâtiments à sauvegarder. Alors, pour terminer la visite... les saints comment je vais vous parler... les saints corail. Alors, attends, je vous fais juste une... Moi, j'ai fait chez Abeille. Oui, j'ai fait tout jusqu'à Abeille. Il y avait à l'époque des films qui montaient. L'hôpital militaire, mais ça son étude. Après, ça allait partir. Il y avait des liens c'est là. on a travaillé. Il y avait aussi... il y avait les filles qui montaient ici à Fort National, les Hachours, les Barrères. Qui sont devenus maintenant de gros arbres centenaires qui existent toujours à l'entrée, voilà, à l'entrée de l'hôtel. Regardez, ça fait comme une petite ville. Voilà. C'était comme une petite ville, effectivement. Il y avait beaucoup de végétation, la route est très large. Et on faisait de la chorale, on chantait, on faisait des louanges à notre pays. On disait, certaines chansons kabyles qui ont été écrites par des sœurs, hein, mais qui faisaient, enfin, c'était des louanges pour la Kabylie.
عندك بelle voix مطعم كملي كملي. Il n'y a pas de micro, mais là, il y a des filles qui chantent. Il y a des femmes maintenant Il y a un micro ici. Qui ont été écrites par des sœurs. Voilà, des chansons qu'elle écrivait. Alors, Livre ni la rue. terminer la visite. Ici, je vous en avais parlé tout à l'heure, la porte de Djurdjura, donc qui menait vers le Djurdjura. Ça, c'est une vue de l'extérieur de la porte. Maman, s'il te plaît. Je suis partie dans mon enfance. Alors, ça, c'est une vue extérieure. Un jour de marché, donc il y avait beaucoup d'activités le mercredi. C'est une photo des années 50. Et comme vous le savez tous, enfin peut-être pas. Oui, ici, c'est toujours le lieu important, c'était un lieu important du marché, le marché de Souk Larva. Juste à la sortie de la ville, juste à la sortie du Djurdjura, cette rampe-là, c'est celle qui mène vers Aïtoumalou. Et le bâtiment Helhat qu'on voit là est construit à cet endroit. Larva Nathirathen s'appelle ainsi parce que c'était en référence à Souk Larva, le marché du mercredi des Nathirathen. Les marchés étaient Un lieu. C'était un lieu, voilà, très structurant du territoire kabyle. Comme vous savez, voilà, il y a un jour de marché, chaque jour de la semaine, il y avait un marché intertribal qui permettait à chaque tribu de venir se ravitailler, de discuter de l'égalité. Intertribal ici. Oui, celui-là était à la croisée de la tribu des Aïta Gouacha, Aïta Kerma et Toumalou. Voilà. Il y a aussi des autres villages. Oui. Mon grand-père venait à ce marché. Non, c'était pas exclusif, mais il fallait que ce soit à des lieux stratégiques qui permettaient à un plus grand nombre de venir. Celui qui a tué Nathiel, il est venu, il a fait son apparition ici. Voilà, si on peut montrer Et ça l'a sauvé. Vous pouvez trouver toutes ces photos sur ma page Facebook en meilleure qualité que ce que vous prenez là. La page Facebook de Front National à Larva Nathirathen. D'accord? Madame, oui, monsieur. Juste une petite question, pourquoi elle s'appelle Nathirathen? Pourquoi Nathirathen? Parce que c'était la confédération des Nathirathen. Nathirathen, c'est le peuple de... Je fais des questions. Nathirathen, peut-être c'est des lions. Des lions, le mercredi, par rapport au jour de marché. Donc pour me présenter à nouveau, j'ai pas entendu tout ce que Mirouche a dit. Je suis architecte, née ici à Larva. J'ai vécu 6 ans et je suis partie en France avec mes parents. J'ai continué à revenir régulièrement à la porte d'Alger. Puis ensuite, quand il y a eu la construction de tout le quartier de Helhat, qui a totalement changé la perception qu'on avait avant de la ville, puisque jusqu'au milieu des années 80, lorsqu'on arrivait à Larva, il y avait cette porte très identifiable qui faisait qu'on entrait en ville. Je pense que tous ceux qui ont connu ça avaient ce sentiment d'entrer en ville puis d'en sortir. C'est une ville très pittoresque, chargée d'histoire, vous le savez tous, historique. Et voilà, ça abîme un peu la qualité de cette rue qui était avant très lumineuse, très arborée. Et c'est comme ça qu'on perd la qualité d'une ville. On s'en rend pas toujours compte sur le coup, mais quand on y habite, à force, c'est ce qui se passe quand vous entrez maintenant à Front National. Vous avez certainement tous pu le constater. C'est très délabré, ça a l'air sale, sec et ça fait mal. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et l'autre, ça a été la construction du bâtiment Helhat. En lui-même, c'est un bâtiment, l'architecture qui se défend, mais c'était une croissance très brutale de la ville.
à l'extérieur des murailles. Et voilà, c'était quelque chose qui m'interpellait. Ensuite, la caserne. La caserne de Lava, le fort. Et le fort national, c'était un fort militaire qui était construit pour asseoir la domination française en Grande Kabylie. Napoléon a été construit pour asseoir la domination française en Kabylie. Et au sommet de la ville, il existe une très grande caserne. Pour ceux qui ne sont pas de Front National, peut-être vous ne la connaissez pas, ou peut-être vous n'avez pas pu y aller. S'il vous plaît. Je vais arrêter de parler, merci. Ok. Alors, donc, au sommet de la ville existait cette caserne, elle existe toujours, elle est occupée par les militaires, mais pendant un intervalle de 97 à peu près à 2001, elle a été abandonnée par l'armée, et c'est devenu un lieu de promenade des habitants, elle a été réappropriée, d'autant qu'il y avait la présence d'un marabout, Sidi Himdawano, qui drainait de nombreuses fêtes, et puis c'est un lieu absolument magnifique. Comme vous pouvez voir sur cette carte, on a une vue sur le Jurdura. Il y a des bâtiments un petit peu délabrés, mais qui ont une assez belle architecture militaire. Je peux continuer à tourner. Voilà, comme ces casernes, vous voyez, c'est très arboré, c'est très beau. Et je l'ai découverte en 2000, pardon. Et voilà, quand je suis arrivée dans cet endroit que je ne connaissais pas, mais dont j'avais toujours entendu parler, parce que ça a toujours été un lieu d'oppression. D'abord l'oppression des militaires français, puis à leur départ, l'oppression des militaires algériens. Donc, quand je l'ai découverte, ça a vraiment été une révélation, et je me suis posé la question, comme beaucoup, en discutant, j'ai su que beaucoup de gens se demandaient comment un tel endroit pouvait exister dans une ville, être abandonné, ne pas être exploité, et voilà, j'ai juste voulu savoir ce que c'était. Cet endroit très poétique, très inspirant. À l'époque de mon diplôme, j'avais voulu en faire un grand centre culturel parce que la culture berbère, justement, et ce véhicule par des arts comme le théâtre, la poésie, l'artisanat, ça aurait été un merveilleux support pour cette culture, mais la caserne a été réoccupée depuis 2001. Et les militaires ont rasé une grande partie des bâtiments, il ne subsiste que celui-ci en fait. Donc c'est une très grosse perte malheureusement. Et suite à ça, j'ai commencé à faire des mortalités, voilà, d'autres vues. On voit la muraille, et puis ça c'était pendant la fête de Tachos en 2000. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus ? Je pense que je peux continuer. Donc voilà, j'ai fait des recherches en Algérie, il y a très très peu de documentation, plans, photos, etc. Et c'est en France que j'ai pu trouver voilà, toutes les archives, parce que les militaires, lorsqu'ils sont partis en 62, ils ont emporté avec eux tout ce qui était relatif à la fondation de Fort Napoléon. Et c'est comme ça qu'on a pu, heureusement, y avoir accès maintenant. Et c'est ce que je vais vous raconter ensuite. Voilà. Alors, la formation de la ville. En 1857, j'ai fait un bref résumé de la conquête de la Kabylie. Ça commence le 14 juin 1830 avec le débarquement de l'armée française à Sidi Ferruche et la prise d'Alger. Et ce n'est qu'en 1844 que le maréchal Bugeaud, qui est gouverneur d'Algérie, engage une conquête totale du pays. Alors, il y a eu plusieurs campagnes meurtrières pour soumettre la Kabylie à partir de 1844. Alors pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps? Il y a juste 14 ans pour qu'ils commencent à se décider à attaquer la Kabylie. Alors, on dit toujours que c'est parce que les guerriers kabyles étaient très, très braves, très courageux, très rebelles. C'était vrai, mais la supériorité militaire des Français, de toute façon, on serait venu à bout s'ils avaient décidé de mettre les moyens appropriés pour ça. La raison de ce délai, c'était plutôt des situations politiques qui avaient lieu en France, et aussi parce qu'au début de la colonisation, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, ce qui allait être fait en Algérie, quelle politique allait être menée. Donc c'est à partir de 1844 que le maréchal Bugeaud décide de débloquer tous les moyens nécessaires. En 1844, il commence par la prise de Délice, puis en 1847, la prise de Béjaïa.
Et en 51, c'est la soumission totale de la petite Kabylie, après une 4e campagne vraiment ravageuse, parce qu'ils ont essayé quand même de se révolter une dernière fois, mais voilà, il y a eu une riposte très très meurtrière. Enfin, à ce moment-là, bon, la Grande Kabylie est restée quand même isolée. Ensuite, voilà, c'est en 1857 que tout a basculé. Alors, 1857, c'est une année charnière dans l'histoire du pays, parce que c'est la soumission de la Grande Kabylie par le maréchal Randon. Le 17 mai, il arrive à Tizi Ouzou et il envoie 3 divisions de 25, parfois 30 000 hommes, ça dépend des sources, qui opèrent sous les ordres de 3 généraux. Avant ça, il est allé convaincre le gouvernement français de la nécessité de soumettre la tribu des Attilasen, qui était l'une des tribus les plus puissantes, les plus influentes, et il savait qu'en les soumettant, ils allaient finir par vaincre la totalité de la Grande Kabylie. C'est le 24 mai qu'il y a eu l'attaque contre les Attilasen, puisqu'il y a 3 colonnes qui sont arrivées par 3 chemins et ont fini par venir à bout de la tribu, qui, malgré leur résistance, ont fini par être vaincus après des pertes considérables. Voilà. Alors ça, c'est une carte que j'ai trouvée aux archives qui montre les principales tribus. Donc ici, on voit que c'est écrit, alors c'est écrit en Béni Ratten, parce que les Français appelaient les Kabyles Béni au lieu de S, parce que pour eux, au début de la colonisation, ils mélangeaient un petit peu ce qui était français, arabe, c'était pas encore très bien connu. Sur cette carte est indiqué, donc ici, Fort Napoléon, sur là-bas, au milieu de la tribu, enfin au milieu de la confédération des Attilasen, qui était composée d'Irjen, Akerma, Omelou, Ousamer et Tagosha. Tagosha. Ouais. Alors la raison, tu peux revenir s'il te plaît. La raison du choix de Sourlava, donc c'était une position dominante sur le pays kabyle, un point d'entrée vers le Djurdjura, et c'était le lieu d'un important marché qui était celui de Sourlava, le cœur de la confédération des Attilasen. Alors le 26 mai 1857, Randon rencontre une délégation de 50 amines, des chefs, pour en fait leur faire accepter en quelque sorte l'accord, la reconnaissance de l'autorité française. Alors cette gravure vient d'une revue qui s'appelle Illustration. C'est une sorte de journal à l'époque, en 1857, enfin qui a duré assez longtemps, jusqu'en 1930. Et c'est une revue très très riche et très intéressante qui relate toute l'histoire coloniale, et c'est une très bonne source pour connaître l'histoire de Fort Napoléon. Et là, cette gravure est très touchante parce que on voit la réunion de Randon avec les 50 amines, et puis il y a ce personnage solitaire qui s'est un petit peu éloigné, qui tourne le dos de cette réunion, et c'est peut-être parce qu'il pense à cette défaite, et voilà. Alors la dernière date de 1857, c'est celle de la bataille Chichalanon, le dernier moment de résistance. Et là, j'ai mis une carte postale donc, du monument que vous connaissez tous, qui a été érigé pour deux combats en face aux soldats français. Donc c'est un monument construit par les Français pour les Français, mais qui malgré tout est resté un lieu de pèlerinage et de touristique que tout le monde va visiter. Donc un autre événement dont je vous parlais, c'est 1871, l'insurrection kabyle. Je vous ai mis cette gravure pour vous donner une idée de ce que c'était à l'époque. Donc on a ici une vue du fort Napoléon qui est construit. Là vous pouvez reconnaître l'église à l'époque et la mosquée maintenant. Vers le haut c'était les casernements. Là c'est la place Aban Ramdan actuelle. Et puis là on voit des Kabyles qui sont représentés avec... enfin il y en a avec des chevaux, c'est peut-être des militaires français, je ne sais pas très bien, mais... voilà, c'était pour vous montrer un peu le genre de... C'est la bataille. Ça s'appelle Insurrection en Algérie, l'attaque de Fort National par les indigènes, la revue d'illustration en 1871. Alors la construction de Fort Napoléon. Alors cette vue d'ensemble de Fort National, en 1871 à la chute de l'Empire, le Fort Napoléon devient Fort National. Je l'ai mise à ce moment-là
la morphologie de la ville, une vue d'ensemble pour expliquer un peu la suite. Donc, fort national, au sommet, la caserne dont je vous parlais tout à l'heure, au sommet là. Ensuite, ça descend en gradin, la ville civile est là, ça c'est l'église, et puis d'autres bâtiments. Donc on entrait par la porte, on ne voit peut-être pas très bien ici, mais ce qu'on voit bien c'est le Giorgio derrière, le champ de manœuvre qui est l'actuel stade, et puis alors au lendemain de la conquête, avant de construire le fort, enfin un petit peu en même temps, le maréchal Brandon fait construire la route de Tizi Ouzou à Fort National afin de pouvoir porter tous les matériaux nécessaires. Donc voilà une carte des années 50 du monument de Tamazir qui a été démoli et sur lequel était écrit sur la plaque au lendemain de la prise du massif de la Grande Kabylie, sur l'ordre du maréchal Brandon, gouverneur général de la colonne expéditionnaire et sous la direction du général de Chabot-Latour, commandant supérieur de Génie en Algérie, les trois divisions Renault, MacMahon et Youssouf ont construit cette route en 17 jours, du 5 au 21 juin 1857. Alors, ça impressionne toujours tout le monde en 17 jours, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils avaient une armée à leur disposition, mais surtout ils ont fait travailler des indigènes, et ce n'est écrit nulle part, parce que l'histoire est écrite par les colons, et la nécessité de préserver ce genre de monument et de parler de l'histoire, c'est de rétablir les vérités historiques, c'est-à-dire comme celle-ci, juste cette petite chose, dire que la route a été construite parce que les indigènes, à l'époque, enfin les Kabyles, ont été mis à contribution. Donc, alors, cette vue d'un village kabyle dans les années 1900, je l'ai choisie pour illustrer ce qu'était la région avant, enfin la région précoloniale. Le fort Napoléon a été construit sur le village, enfin a englobé le village d'Isharewan, qui se trouve au sommet de la ville, au niveau de l'actuelle grande caserne, le grand chalet. On n'a aucune vue de ce village, ça n'a ni été dessiné, ni bien sûr photographié puisqu'il a été détruit avant, mais on peut imaginer que ça pouvait ressembler un petit peu à ça. Voilà. C'était un petit village, mais grand par l'histoire, et qui était le village d'origine de Siro-Campbell. Et le village a été détruit quelques années après la construction du fort. Ça, c'est le marché kabyle, sur Plava, qui se trouve actuellement là où est Ilouli, le lycée Ilouli, c'est à peu près par là. Ça, c'est la muraille qu'on voit du fort. Donc c'est aussi dans les années 1900, mais c'est aussi pour vous donner une idée de ce qu'était la région avant la construction du fort. Alors, à partir du 23 juin 1857, donc très tôt, les ingénieurs du génie militaire, ceux qui ont construit le fort et l'ont conçu, ont dessiné des esquisses, ont commencé à réfléchir, ils avaient un terrain à leur disposition et puis ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on construit cette ville. Ils ont fait plusieurs plans. J'ai choisi celui-ci parce qu'on voit la trace du village d'Isharewan, là-haut, c'est la tache rose, je vais vous la montrer. Là, ici c'est Isharewan, là c'est la porte d'Alger avec la route, et de l'autre côté la porte du Djurdjura qui mène vers le Djurdjura. Là, c'est l'esquisse de la route nationale 15, telle qu'on la connaît. Là, c'est l'ancienne place de la mairie. C'est un plan un petit peu de remplissage, une première esquisse. On voit que tous les bâtiments sont mis un peu dès qu'il y a de la place, quoi. Mais il y a des principes fondamentaux de l'organisation de la ville, c'est-à-dire des casernements là-haut et de grands équipements en bas, comme l'hôpital militaire qui est demeuré là. Et ici, on voyait un petit début de centre civil, des terrains qui étaient réservés pour les marchands ou d'autres. Je peux continuer. Alors, ça, c'est aussi encore une gravure qui est issue de l'illustration, qui montre l'état d'avancement du fort, avec, bon, ça ressemble un petit peu à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, c'est le parc Chambon, dont on a parlé ce matin à la visite, qui est devenu Jumbo, où a été construit Jumbo. Là-bas, l'hôpital militaire et la place à Vannes, ce sont ces petits, mais voilà.
Ça, c'était le dessin de l'hôpital militaire et du quartier de cavalerie. Bon, ce sont des documents qu'on peut passer des heures à commenter. Alors, sur ce plan de 1862, c'est le plan définitif de la ville tel qu'on le connaît actuellement. Avec ici la rue principale avec tous les bâtiments qu'on connaît. Par exemple, l'hôtel du touriste se trouve à peu près là. Là, on revient sur la place Vendôme. Ici, l'école primaire est édifiée ici. Ça, c'est l'hôpital militaire. Ça, c'est ce qui est devenu la place Havane, donc la cavalerie, où étaient les chevaux et l'armée militaire. Alors, la porte d'Alger. On voit ici la porte d'Alger dans les années 1900, qui était destinée donc, à contrôler les entrées et sorties de la ville. C'est le côté extérieur. Alors pour ceux qui ont fait la visite guidée ce matin, je vais répéter pas mal de choses que j'ai déjà dites ce matin. Hein, donc vous serez super fort à la fin de la journée, vous connaîtrez tout. Donc voilà, la porte d'Alger. Ça, c'est la rue principale avec l'hôtel des touristes qu'on a vu également ce matin. La rue d'en haut, dans les années 20, qui s'appelait la Haute-Ville et c'était la rue à Noto. Ça, c'est une vue de la ville depuis la rue d'en haut. Donc, j'avais dit ce matin que la rue d'en haut était le premier lieu où ont été construites les premières constructions civiles. Et puis ensuite, il y a eu ce côté. Donc ça s'est construit en gradin. La ville s'est construite en gradin. Dans la rue d'en haut, sur le côté gauche. Ensuite, sur la rue principale, sur le côté gauche. Puis ensuite, chacune a rajouté sur le côté droit des bâtiments. Là, pour se repérer. Enfin bon, vous connaissez ce point de vue, je pense, si vous êtes allé déjà. Ça, c'est la rue d'Ambara qui s'appelait la rue Carnot. Alors, cette photo est intéressante parce que là, ça, c'est le bâtiment qui est l'hôtel de France actuellement. D'accord, c'est l'arrière de l'hôtel de France. Et là, on voit une pente très forte qui montre comment était la ville avant que tous les grands bâtiments qui viennent là. La poste actuelle est ici. Ici, il y a le grand hôtel. Donc, vous connaissez tous ce virage de la rue d'en bas. Ok, et donc ça montre un état de la ville en construction, en développement. Voilà, alors là, c'est là que c'est la visite guidée ce matin, on tout revoit. Des édifices, les portes de la ville, bien sûr, qui ont été construites en 1857, en même temps que la muraille. Et la porte d'Alger est l'un des symboles les plus marquants de Front National. On la retrouve partout, dans chaque boutique de la ville, ou même à Tizi Ouzou. Dès qu'on parle de Front National, c'est la porte qu'on met en avant. Il y a quelques jours, je suis allée au lycée Prouas. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et au lycée aussi, ils avaient dessiné une porte de la ville. Les élèves avaient dessiné ça. J'ai trouvé que c'était très, très touchant de voir que vraiment tout le monde utilisait cette porte comme symbole. Alors, attends, tu peux revenir sur le côté intérieur. Elle a deux façades différentes, la porte d'Alger et la porte du Jojoa aussi. Donc toujours le côté intérieur avec des fenêtres et des portes, parce qu'on est en zone sécurisée. Et de côté extérieur, voilà. Sur le côté extérieur, ici, il y a des meurtrières pour se protéger, parce que ce sont des soldats qui habitaient dans ces deux corps de bâtiments, afin de protéger la ville. Sur cette carte, on voit une excursion, puisque le Front National était une ville très touristique, et que des excursions étaient organisées. Voilà. Ça, c'est la porte du Djurdjura, côté extérieur. En 1950, un jour de marché, on l'avait vu ce matin. Alors ça, ce sont des images que j'ai trouvées sur Internet, qui circulent sur Internet. Sur le mur est écrit « Vous êtes citoyen français, la France respecte vos droits, n'oubliez pas vos devoirs ». Alors ça m'avait interpellée parce que, en France, Sarkozy avait dit quelque chose de similaire. Et voilà. Là, ça me préparait. Là, c'est la Kabylie et française pour toujours.
Voilà, ça donne à réfléchir, mais sinon, j'ai choisi ces deux images pour montrer que c'est deux symboles forts de la ville qui ont beaucoup été utilisés, et ça a été utilisé aussi pour la propagande. Donc elles ont été détruites pour la porte du Jurjura, je crois, je ne sais plus très bien, ça c'était fin des années 70, et la porte d'Alger a été détruite dans les années 85. Comme on disait ce matin, 80 87. 87. Merci. 6. Bon, 5, 7, 6. Chacun son. On ne saura pas jusqu'à ce qu'on fasse une plaque dessus. Donc, la porte d'Alger, tout le monde connaît son histoire. D'accord? Il y a un camion qui est rentré dedans et ils ont choisi de la détruire. Les pierres avaient été conservées pour reconstituer la porte, mais une grande partie des pierres ont disparu. Et puis une porte a été construite qui lui ressemble et accolée au centre culturel qui est à l'entrée de la ville. Alors c'était très malheureux que cette porte soit détruite parce que, pour ma part, je pense que si elle a été détruite, c'était uniquement pour répondre à une exigence de route, juste pour dégager la route parce qu'il y a beaucoup de circulation et qu'on ne voyait pas. Il y en a qui disent qu'il y avait une volonté d'effacer les signes coloniaux, c'est possible. Ou alors c'est juste une négligence ou juste l'envie de construire une route plus large. Maintenant, le résultat de tout ça, c'est que Fort National déborde de voitures, au lieu qu'il y ait un plan un peu plus réfléchi pour la circulation des voitures. Parce que sinon, la porte, là où elle se trouvait, la route était suffisamment large pour créer un aménagement pour que les voitures passent de part et d'autre de cette porte. Elle aurait totalement pu être regardée. Et c'est vraiment malheureux que ces deux portes soient détruites. Mais bon, c'est fait. Alors, là, un autre petit bâtiment remarquable que j'aime beaucoup, c'est le fortin qu'on voit ici au premier plan. Le fortin, qui s'appelle Tobana. Il y en a deux. Celui-ci qui est au-dessus de la Daïra, et il y en avait un autre du côté d'Abouzid. Alors celui d'Abouzid, il est entouré de constructions, mais celui-ci est encore tout seul sur sa petite colline. Un fortin, c'est un petit fort qui sert à contrôler la route. Donc vous voyez là, tel qu'il est disposé, on peut facilement, alors c'est aménagé pour deux gardes, et donc à l'intérieur il y a deux soldats qui surveillaient la route et la région pour voir s'il n'y avait pas de foyer d'insurrection. Ils ont été construits en 1892, après l'insurrection Kabylie de 1871, en même temps que la grande caserne que vous voyez un petit peu plus loin là-haut. Attends, juste pour finir avec l'insurrection. Alors pour l'insurrection, donc la grande caserne a été construite, elle, en 1871, parce que un général pressentait l'insurrection et voyait la nécessité d'édifier une citadelle, c'est-à-dire comme une forme de fort sécurisé, plus petit, au sommet de Fort National. Parce que depuis 1857, après, les révoltes s'étaient calmées et tous les militaires, une grande majorité des militaires qui étaient à Fort National, ont été envoyés à Davis. Et donc les soldats qui restaient là n'auraient pas pu protéger l'intégralité de la ville fortifiée, d'où la nécessité stratégique de construire une citadelle au sommet de Fort National. Et c'est comme ça qu'a été construite la grande caserne qui s'appelle la caserne Bruyère, mais que tout le monde appelle le Grand Chalet, qui existe toujours et domine la région. On la voit toujours quand on arrive à Fort National, mais elle n'a plus de toiture, elle est livrée aux intempéries depuis des années. Les militaires ont construit de nouveaux bâtiments qui lui ressemblent tout autour, mais n'ont rien fait pour sauvegarder ce bâtiment qui est pourtant d'une très grande qualité, et c'est quelque chose derrière moi. Alors l'église, construite en 1865, elle a été inaugurée avec Napoléon III. Elle a été construite dans l'axe de la rue principale. Donc c'était un lieu très symbolique qui a été choisi pour l'église, à côté de la mairie, à côté des écoles. Ça constituait un centre civil institutionnel
comme on en trouve dans beaucoup de villes françaises. On voit aussi les alignements d'arbres comme ça, de part et d'autre de la rue. Et donc, ça a été construit, voilà, groupe scolaire, et oui, il y avait un groupe scolaire, pardon, je m'en mêle un peu les pinceaux. Bon, et comme je l'avais dit à la visite guidée ce matin, lors de l'inauguration, il paraît qu'il y a des pièces d'or qui ont été enterrées dans les fondations, donc elles existent certainement toujours. La mosquée, à vos pelles et à vos pioches. Apparemment, ça inspire beaucoup de monde, là, l'histoire de Bethléem. Donc ici l'église, une autre vue d'église avec le groupe scolaire qui est à droite, qui était maintenant remplacé par le City Market. C'était donc avant d'être un groupe scolaire, c'était les bâtiments du génie militaire qui ont construit le fort des ingénieurs. Et c'est une très jolie photo parce que le photographe a fait poser 3 groupes de personnes, des zouaves, qui étaient des soldats de l'époque, au fond. À droite, des petits-enfants de colons habillés avec leurs petits habits européens. Et à gauche, les enfants kabyles avec leurs burnous. Voilà, alors sur l'histoire de la scolarisation en Grande Kabylie et à Front National, il y a tout un travail aussi à mener. Moi, je retrace une histoire un peu générale, mais après, j'espère que ça va motiver. L'hôtel de ville, construit en 1912, qui existe toujours et qui est devenu maintenant le commissariat. Sa façade a été modifiée et peinte de nombreuses fois. Actuellement, alors, devant l'hôtel de ville, comme dans tous les édifices européens, devant les mairies, il y avait une place qui était la place Randon. Et de chaque côté, il y avait 2 bâtiments à arcades qui sont connus, qui sont le cercle militaire à droite et à gauche. Si tu veux tourner une autre. Oh. C'est le mess. Il n'est pas là. C'est pas là. Bon, en face, il y avait le mess des officiers, qui était un bâtiment symétrique. On en voit un petit bout ici. Voilà. Ouais, on voit sa petite fenêtre, mais on verra dans la projection de carte postale tout à l'heure, vous pourrez le voir. Alors, ce que je disais ce matin, non, je le disais tout à l'heure, la Poste, autre édifice remarquable, 1930, un bâtiment moderne qui a conservé son architecture jusqu'à présent. C'est l'un des bâtiments qui a le moins souffert des transformations, parce que la mairie, par exemple, depuis qu'elle est devenue commissariat, on voit pratiquement plus sa façade puisqu'il y a une clôture qui a été érigée par la police. Et ça dénature totalement ce qu'était ce bâtiment. Bon, évidemment, alors sur toutes les photos, vous verrez qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont tous été arrachés, rasés, etc. C'est l'une des choses les plus frappantes, je pense, quand on regarde les photos anciennes, c'est à quel point le Front National était vert. Au niveau de la place de la mairie, la place qui est à côté du commissariat, on voit encore beaucoup d'arbres, mais partout ailleurs sur la route principale, ils ont totalement disparu. Espérons qu'ils seront à nouveau replantés. À l'entrée de la ville, il y a des arbres qui ont été plantés depuis 1997, je crois, et ça embellit quand même l'entrée dedans. L'école des garçons, construite en 1950, un joli petit bâtiment bien soigné qui montre l'importance qu'on donnait à l'école à cette époque-là, à l'éducation. Alors pourquoi est-ce qu'elle est célèbre cette école? Parce que tout le monde est passé par là. S'il vous plaît. Et surtout parce qu'un grand monsieur de la littérature algérienne, francophone, Mouloud Ferraoun, l'a rendu populaire par ses écrits. Il en a été le directeur de 1952 à 1957 et on a abondamment parlé dans ses livres, ses amis. Et le très poignant journal qu'il a tenu de 1955 à 1962 où il relatait la guerre d'Algérie à sa façon. Voilà, donc son bureau, je crois, est toujours là.
avec son mobilier, et on fera quelque chose, ou l'école, on fera quelque chose, les lieux de visite, un lieu de pèlerinage. Alors, les hôtels de forme nationale. Les hôtels de forme nationale. Forme nationale, ville très touristique. Avec 3 hôtels. L'hôtel des touristes, qui est l'hôtel le plus photographié dans les cartes postales. Ici, on voit des colons attablés sur une terrasse minuscule. Donc une jolie façade avec des arcades et puis un balcon en fer forgé toujours. L'autre hôtel, c'est le bras. Voilà. Alors ça, c'est une photo du Café de la Paix où il y avait un billard. Une photo plutôt sympa. Et puis des cartes de visite de l'hôtel des touristes ou du Grand Hôtel. Voilà, c'est pour donner une idée. Le Grand Hôtel qu'on a vu ce matin. Un bâtiment d'architecture vraiment spécial, mais qui a subi tellement de transformations que plus personne ne le voit dans la ville. Il est devenu tout gris, son nom Grand Hôtel a disparu. Il est malheureusement resté dans la ville. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Je suis là. Merci Linda pour votre visite à la matière de la société. Merci. Et la preuve, vous avez donné un déclic pour que les gens prennent conscience que la sauvegarde ou pour la préservation du patrimoine national demeure une question collective et régionale. Ce que je vous recommande ou je vous invite, c'est d'assister les gens qui ont pris cette initiative, d'établir une fiche technique pour les sites pour lesquels, avec l'accord des autorités locales, pour la restauration ou la réalisation ou l'investissement de sites qui auront un cachet et sauvegarder l'aspect architectural et laisser l'âme de ces sites tels qu'ils étaient, mais en essayant de les exploiter en investissant dans ces activités culturelles. Donc revenons à l'aspect historique. Donc l'histoire ne peut pas la refaire, elle restera toujours là, elle est dans nos mémoires. Simplement, c'est avancer, c'est d'éviter aussi de tomber dans cette nostalgie coloniale. Il faut avancer pour préserver le cachet de la Croatie latine avec ce qui apporterait un plus pour cette ville qui est historique et en même temps réaliser d'autres projets, d'autres socio-économiques, etc. Je vous remercie et merci beaucoup. Donc je vais juste revenir sur une petite chose qu'il a dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'avoir une nostalgie ni de la ville telle qu'elle était, ni de l'architecture coloniale. L'objectif de la sauvegarde du patrimoine, c'est de réutiliser l'ancien comme potentiel touristique actuel, comme levier économique. Comme disait Madame tout à l'heure, vous imaginez si on organisait souvent des visites guidées, l'impact que ça aurait sur les commerçants, sur les hôtels, je ne sais pas, ça a des retombées économiques quand même, et puis c'est dynamisant pour tout le monde, c'est motivant, c'est des jolis projets. Bon, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de volonté, il faut réfléchir et constituer des équipes de travail. Ce n'est pas le travail d'une personne seule. Moi, mon objectif avec cette journée, c'était d'initier le débat, de sensibiliser ceux qui le souhaitent. Je sais pas. Voilà. Autre chose, C'est bon? Bonsoir Linda. J'étais une ancienne voisine de Linda. Je peux témoigner de son enfance déjà. Quand elle était partie, c'était très touchant, c'était un départ involontaire. C'était des migrations, dans le cadre de l'immigration forcée, c'était des obligations, etc. Mais par rapport à son travail
il est purement architectural, parce que c'est une architecte nostalgique de la région, et pour lequel ce travail-là, donc on la remercie. C'est une initiative très louable. Il a fallu que ce soit une fille partie en France à l'âge de 6 ans pour ressusciter Port National. Alors que nous étions ici, moi-même je suis très émue parce qu'elle a ressuscité une enfance que la restauration a effacée, parce qu'on parle de Port National, c'est des souvenirs, c'est une petite famille. Avec nos traditions, avec nos liens de voisinage, de principes, de valeurs ancestrales. Donc aujourd'hui, c'est très touchant de voir quelqu'un qui est parti aussitôt et nous apprendre des choses. Et pour cela, je la félicite et un grand bravo. Je m'attendais à ce que quand j'ai montré les images de palais de justice, c'était à l'époque une prison. Est-ce que tu n'as pas trouvé de traces par rapport à ça? Je me demande pourquoi il y a pas vraiment. Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler. C'était la prison à la place du palais de justice. Ah, d'accord. Voilà, merci. Je voulais juste réagir par rapport au fait que tu disais que c'était super que ce soit fait par une fille qui est partie en France. Je pense que si j'étais restée ici, peut-être que je ne m'y serais pas autant intéressée. Parce que parfois, ce qu'on a devant les yeux, on ne le voit pas. Et donc, ce sont des circonstances. Je suis devenue architecte un peu comme ça. Et puis j'ai eu ce sujet qui me passionne. Et je trouve que c'est bien que la diaspora, ça peut aussi servir à ça, à enrichir le patrimoine. Et puis c'est parce que je suis en France que j'ai pu avoir accès à ces archives aussi, qui n'existent pas ici. Peut-être que s'il y avait eu cette source, ce matériau, que j'avais rencontré à l'époque où je faisais ce diplôme, j'étais allée rencontrer les étudiants d'architecture de l'école de Tizi Ouzou. Et j'avais vu à quel point il était très difficile pour eux d'avoir le moindre document, la moindre information. Et ils étudient dans des conditions vraiment difficiles. Donc, c'est pas étonnant. Moi, c'est parce que voilà, je suis en France et l'information est là-bas. Il se trouve que je suis architecte, je sais l'exploiter, ça me passionne. Je fais le boulot et puis voilà. Donc, tant mieux si ça vous plaît, c'est super. Alors j'en profite pour dire que j'ai une page Facebook qui s'appelle Le Port National à la sur laquelle je partage tous ces documents et que vous pouvez retrouver des cartes, des documents divers, des articles sur l'histoire de la ville. Parce que depuis le début, mon objectif, quand j'avais constaté que les étudiants n'avaient pas toutes ces ressources, c'était de créer un site pour leur donner tous les plans de la ville pour qu'ils puissent les utiliser. Bon, je l'ai toujours pas fait, mais ça viendra. Voilà. Quelqu'un a d'autres questions? Bonsoir tout le monde. De prime abord, je tiens à vous remercier effectivement pour le travail formidable que vous faites, qui, à vrai dire, son sens d'humour est loin d'être une muette. Si on lui donne un concours adéquat, une réflexion, c'est comme si nous étions à deux doigts de vous exiger des essais algériano-médiques. Talleyrand, je m'explique, Talleyrand, chef de la diplomatie française sous Napoléon Bonaparte, disait tout ce qui est exagéré est insignifiant, c'est-à-dire le nationalisme d'arrière-garde a des relents qu'on connaît. Tout le monde aime son pays, tout le monde est nationaliste. Preuve qu'on est, vous faites un travail fort formidable outre-monde. Je vous en remercie encore vivement. Deuxième point. Quant à ce qui est advenu du Fort National, il est fort malheureux qu'Étienne Lafayette tombe aussi bas, sans vouloir en rajouter une couche. Il se trouve que pour des raisons multiples, des raisons d'ordre architectural, urbanistique, sociologique, politique, des raisons d'affairisme aussi, parce que les indicateurs
qui ne voit que le tiroir, ils sont souvent mosaqués. Ils épient la moindre poche urbanisable pour faire fondre le province. Il y a aussi des raisons sociologiques. L'architecture et l'urbanisme ne sont que des vitrines de la sociologie. On reprend un petit peu la pyramide de Maslow. Sans complexe aucun, nous sommes encore au niveau de l'étage le plus bas de la pyramide. Je m'excuse de l'expression, mais pour bon nombre d'Algériens, nous sommes à la base biologique des besoins. Ça est une. Je pense que tout le monde ne connaît pas le principe de la pyramide de Maslow. Oui. Ça va du plus matériel, voire du plus vital, vers la sphère de l'immatérialité et du nirvana artistique, si vous voulez. Alors, quant à cette histoire-là de faire algérien pour faire algérien, je préfère qu'on ne fasse rien. C'est un petit peu d'accepter nous allons quelque chose comme ça. Si c'est pour démontrer que nous existons, que nous faisons ce genre de calamité, ce genre de catastrophe urbanistique et architecturale, je préfère que nous n'existions. C'est clair. On reste dans l'histoire de l'humanité qui ça, oui, mais qu'on reste dans l'histoire de l'humanité de l'élève, non. Les nationaux forains que nous sommes indiquent que notre histoire va beaucoup plus loin, qui sort, elle va au moins jusqu'à la période du haut Moyen-Âge qui est relatée par Ibn Khaldoun. Les gens de Front National sont la confédération la plus puissante de la Haute-Kabylie. Nous n'avions pas coutume d'être connus avec ce genre j'allais dire, de monstruosité. Quant à mes deux questions, ce sont les suivantes. Oui. Je sais faire concis lapidaire. Je dois savoir que je vous ai demandé à 2 reprises pour plus de visibilité. Ne serait-ce qu'à titre approximatif d'une chronologie de l'urbanisation de la ville. Parce qu'avec une chronologie, on aura une meilleure visibilité des données qui sont c'est pas si clair. Qui se lève concernant l'école technique de formation dont parle Charles Robert Ageron dans son livre, qui malheureusement a été incendié dans le cadre de l'insurrection Chirac au chef de Barani en 1871. Une fois sur le Face, vous l'avez situé sur 800 mètres d'altitude. 800 mètres d'altitude, ça donne une courbe de niveau. Parce que ça donne une courbe de niveau. Mais même 800 mètres du centre de ville, ça donne un cercle. Donc ça donne quand même mathématiquement une possibilité de géolocalisation. Voilà, vous parlez d'un point. Et merci. Bon, là j'ai déjà expliqué, je pense, une chronologie. On a à peu près compris comment évolue la ville. Ensuite, pour une chronologie plus spécifique, elle est dans mon mémoire et je la publierai un jour. Et puis sur mon site aussi, je publie, comme vous le savez, au fil un peu de mon inspiration. Pour ce qui est de l'école technique, c'est l'école des arts et métiers. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir? Une infinie de possibilités. L'école des arts et métiers dont parle M. Mostefaoui ici, c'était une école d'arts et métiers qui a été créée à Fort Napoléon et qui a été détruite à l'insurrection. Elle a été reconstruite à Délice. On n'a aucune trace de celle de Fort Napoléon. L'école des arts et métiers elle était destinée à former les jeunes Kabyles, les indigènes, entre guillemets, chez qui on trouvait beaucoup de qualités de qualité manuelle, parce que les Kabyles fabriquaient des armes, des pigeons, tout ça. Et l'idée c'était de leur apprendre des métiers. Donc cette école a été créée sur l'initiative de M. Anoto dont on parlait justement tout à l'heure. Et elle a été détruite. Comme on n'a aucune trace, à part des textes de cette école, personne ne sait exactement où la situer. Nous avons des hypothèses. Et les 800 mètres dont il parlait tout à l'heure, c'est parce que sur ma page, j'avais publié des localisations possibles pour cette école. Bon, voilà, c'est un détail de
l'histoire de Fort National, il y a énormément de choses à découvrir, qui feront, j'espère, l'objet de futures rencontres. Voilà. Une dernière question qui m'a été arrêtée. Alors, un grand merci pour votre exposé assez riche et très chronologique qui s'inscrit dans l'histoire et dans l'actuel. Donc, ma question concerne, donc, en termes de valorisation de ce patrimoine qui s'est dégradé malheureusement faute de politique d'aménagement du territoire et d'urbanisme cohérente. À votre avis, quels sont donc les instruments d'urbanisme qui seront adéquats dans le sens pour améliorer et préserver ce patrimoine riche? Et comme on connaît actuellement qu'en Algérie, il y a le schéma national d'aménagement du territoire qui s'inscrit dans l'horizon. Auparavant c'était 2025 et maintenant c'est 2030. Voilà donc ma question. Je dis souvent qu'il faut associer des architectes, des urbanistes. Moi j'exerce en France, je ne connais pas très bien le système algérien. Les architectes algériens sont plus à même que moi de répondre à toutes ces techniques, à toutes ces questions. Mais il faut mener une réflexion. La solution, elle ne peut pas sortir comme ça d'un baguette magique. Chaque site a ses spécificités. Fort National a pour le patrimoine de Fort National, par exemple, ça demande un travail de fond avec des ingénieurs, des architectes, des urbanistes, parce qu'ils réfléchissent sur ces sujets. Donc je ne sais pas trop comment répondre d'autre que ça. Ça risque, monsieur Kerja. Excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Kerja, peut-être vous connaissez tous, ancien enseignant d'histoire, il écrit également sur l'histoire de Fort National, mais d'un point de vue plus historien que le mien, parce que moi je suis architecte. Dis donc, c'est un autre. Ce que je peux faire, ce que tout le peut faire. Alors, la chose qui est un petit peu, à ma connaissance, occultée pendant le débat, qu'est-ce que nous pouvons faire, justement, pour ce qui nous reste de ce fort? Quand on parle de l'urbanisme, même les villages, ils sont complètement changés. Ils sont complètement. Ils n'ont plus cette couleur, non, cet aspect ancestral. Encore en national, qui est une architecture qui nous est étrangère, d'accord? Mais elle fait partie de notre décor, de notre environnement. De je pense, du moins, ce qui pourrait être sauvegardé parce qu'on a cette habitude de mettre un petit peu les gens devant le fait accompli. Mais كبر الحاجة كانوا قادر يهدن وقاعد قادر يهدن متبضع لكن دايروا لي شعب الخدم هي في الهود نخدم je sais pas نخدم supermarché نخدم EPF نخدم n'importe. Il y a par exemple il ne reste pas grand chose de ce fort. Du moins, nous pouvons sauver une partie de ce fort qui est actuellement l'ancien hôpital militaire qui était la représente des enfants de Chouhada, qui était transformé en CEM, maintenant qui est un CRDDP, maintenant il est squatté. Je suis rentré avec Asselia, j'ai trouvé qu'il y a énormément de choses, mais on peut sauvegarder cet espace qui peut être transformé en une petite ville dans la ville, et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais tu as trouvé la carte postale. تقدر تسجل الأربعة، تقدر تبورت المدينة، وكذا كان ça ne rime à rien. Pour ma part, je dis ça ne rime à rien. À faire une comparaison entre ce que
toutes les étapes que le Front National a passé à ce jour, c'est lamentable. Et tout le monde, les spectateurs, personne n'essaie de faire, du moins, nous n'avons pas essayé de faire. Nous avons créé un cadre à un moment donné. C'était une association de sauvegarde du patrimoine culturel et historique de la frontière. Malheureusement, il y avait énormément de freins, il y avait énormément de contraintes. Et puis, quand nous sommes appelés à nos c'est le ministère de la Culture et la direction de la Culture pour la caserne avant qu'elle ne soit reprise par l'ANP, pour qu'elle soit transformée au moins en département d'architecture de l'université de Tizi. Aucune réponse. Même la lettre a paru dans le journal, je ne me rappelle plus, Pro FFS à l'époque. Bon, ce n'est pas ici la question qui est là, mais ce qui s'est passé dans la caserne, qui a été reprise, peut se passer ici aussi, peut-être aussi qu'on est en train de voir le meilleur moyen d'embrasser cet hôpital. Je vous remercie. J'ai un petit peu... J'insiste sur ce que nous pouvons faire. L'occasion nous est offerte par Linda. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce fort, pour que ça ne continue pas dans cette langue. Avant de donner la parole à l'étudiant, je vais appeler le docteur Ousmane. Il doit partir. J'appelle le docteur Ousmane pour remettre quelque chose. C'est les coloriages. Alors, un dessin de la porte d'Alger. Un dessin du lavoir et de la porte de Djurdjura. On avait évoqué ce matin. On va recevoir M. Kérouche dans un instant, qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous interpréter un petit morceau. On va clôturer, je ne vais pas pouvoir le faire, je ne vais pas pouvoir l'assurer. Il commence à être tard, je pense que tout le monde est plein d'images et de cette très belle journée. Donc, juste pour rappeler, on l'a organisé avec Amirouche suite à notre rencontre en novembre lorsqu'il a fait le premier café littéraire de Lara ici. On avait justement reçu Evelyne Saphir-Lavalette qui est décédée récemment. C'était une rencontre très émouvante. Et voilà, je le remercie énormément de m'avoir donné l'occasion de réaliser cette journée. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, j'avais quelque chose d'important à dire. Allez, j'ai oublié. Ah oui, alors l'idée de ce personne, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la visite guidée ce matin pour cette conférence cet après-midi. Je remercie ma famille, mes amis, Tahar Kadem, Monsieur Kadem, Tahar. Je remercie Tahar Kadem, Mokram Mokri, et Miss Sipsa, mon assistant personnel, pour l'accrochage des affiches et pour leur aide pour l'organisation. Je remercie tous ceux qui soutiennent Hossein Ralid, qui est un très bon ami à moi, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et qui a assuré toutes les impressions et les affichages, les dépliants, tout ça. Et bien sûr, pour terminer, le plus grand des merci, c'est pour Amirouche de m'avoir aidé à faire tout ça. Et puis pour la médiatisation aussi, c'est un peu lui qui m'a jeté dans les médias, j'ai fait pas mal d'interviews. Et ceux qui n'ont pas eu marre de m'entendre parler aujourd'hui pourront le voir en Algérie dimanche après-midi à 15h. On laisse la place à monsieur. Voici le dernier climat de moi et le et j'espère que vous avez lu le enregistrement de ce donc, un de vos souhaits بالخطأ من بين العمر سينا عندنا أشواك من
et un concert instrumental avec mon fils. تواصلنا في سمر عمر جاد الصحة يجب أن نبدأ ويبدأ وكل سنة